Bonjour à tous, merci d'être venus pour cet exposé de Jean Maouin. C'est le 9e exposé que Jean Maouin fait chez nous à Altaïr. J'ai déjà bien connu de la plupart d'entre vous. Très brièvement, il est docteur en sciences mathématiques de l'Université de Liège. Il est actuellement professeur émérite de l'Université catholique de Louvain, où il a enseigné l'analyse depuis 1970. Il est spécialiste d'analyse fonctionnelle, d'équations aux dérivées partielles, d'analyse non linéaire, et il a beaucoup plus que 300 publications dans des revues internationales de haut niveau à comité de lecture, ça fait. Il a reçu une dizaine de prix scientifiques. Il est prof visiteur dans 27 universités étrangères et il est réputé pour ses talents de pédagogue, donc je ne vais pas le retenir plus longtemps. Et je vais laisser vous parler de Monsieur Leblanc, correspondanteux, et il n'y a pas de faute d'orthographe, Gauss en théorie des nombres. Voilà. Merci beaucoup, gentille introduction. Merci d'être là. C'est le 9e que le compte est fait. Et je vais m'exposer. C'est toujours un grand plaisir de partager un peu de temps avec des passionnés d'histoire des sciences. Oui, donc, comme on l'a fait remarquer, le titre est correct. Ce n'est pas un copier-coller malheureux. Je vais donc parler de M. Leblanc, qui semble être une femme, puisque c'est une correspondante de Gauss, que vous connaissez tous, en théorie des nombres. Alors, désolé pour ceux qui espèrent peut-être un scoop, il ne s'agit pas de parler de la première transgenre mathématicienne, ce sera une femme née Sophie Germain, et nous verrons pourquoi elle a utilisé à différentes reprises d'ailleurs ce pseudonyme en fait, de M. Leblanc. Alors, je ne vais pas vous faire injure, mais enfin, puisqu'il s'agit de Gauss, eh bien, je vais quand même vous dire, commencer par quelques mots sur Gauss que vous connaissez tous, car presque chaque personne intéressée par les sciences ou par un aspect des sciences a beaucoup de chances de rencontrer Gauss, qu'on a qualifié du prince des mathématiciens. C'était il est né à Brunswick en 1777 dans une famille assez pauvre. Le père a eu différentes activités, il a été maçon, et donc il n'y avait aucun encouragement chez lui à une activité intellectuelle, spécialement venant du père. Il avait un oncle qui était un petit peu plus éduqué et qui a quand même joué un rôle. Alors il s'est fait remarquer à l'école primaire, par une histoire qu'il a racontée lui-même, mais à la fin de sa vie, elle est peut-être vraie, elle est peut-être belle, elle est peut-être fausse, elle est peut-être embellie. L'instituteur de l'école primaire, qui souhaitait avoir la paix de temps en temps avec ses élèves, leur donnait comme ça des calculs astronomiques pour eux, à savoir, par exemple, calculer la somme de tous les entiers de 1 à 100. Alors, ils faisaient 1 plus 2 plus 3, et ça les occupait pendant un certain temps, et le maître, à ce moment-là, pouvait faire donc il avait envie. Alors, le petit Gauss, paraît-il, une minute après qu'on ait posé la question, a posé sa feuille et croisé les bras comme il devait faire. Ce que, évidemment, l'instituteur a d'abord pris pour de la bravade, mais il avait inscrit sur sa feuille la somme exacte que l'instituteur connaissait d'avance des 100 premiers entiers. Comment avait-il fait? Eh bien, il avait observé que 1 plus 100 c'est 101, 2 plus 99 c'est 101, 3 plus 98 c'est 101, donc ça fait 50 fois 101, et il savait faire 50 fois 101, et il a mis le résultat. Ça a impressionné son instituteur,
instituteur qui lui a donné, lui a amené un livre d'arithmétique pour qu'il se perfectionne, mais il n'a pas fallu longtemps à Gauss pour aller au-delà de ce livre d'arithmétique. Puis il a eu un assistant qui était passionné de mathématiques, M. Bartels, qui est devenu plus tard professeur d'université, et avec Gauss et Bartels, alors, se sont aidés mutuellement, et probablement que Gauss a très vite aidé Bartels à progresser en mathématiques. Mais voilà, il n'était pas question pour le père de Gauss de lui payer des études de l'enseignement secondaire déjà, et surtout pas supérieur. Mais heureusement, Bartels a pensé, dans le fond, à le présenter au duc de Brunswick, qui était l'autorité régnante là-bas, et qui, fort heureusement, c'était courant à l'époque, un monarque éclairé. Donc, le petit Gauss a été présenté à Charles-Guillaume Ferdinand, et il l'a interrogé, on lui a fait état de ses déjà petits exploits, et le dit duc a décidé de financer les études complètement du petit Gauss, et qui a pu entrer ainsi au Collegium Carolinum, qui était une espèce d'enseignement secondaire supérieur, déjà assez développé, et puis de l'envoyer à l'université de Göttingen, pas trop loin de Brunswick. Et puis alors, les mathématiciens de l'université de Göttingen à l'époque n'étaient pas vraiment du meilleur niveau. C'était un certain Kästner qui a écrit une encyclopédie des mathématiques, mais le seul souvenir qui nous en reste par Gauss, c'est une caricature qui n'est pas très, très positive. Et puis alors, il y avait à Helmstedt Pfaff, monsieur dont le nom reste, les formes de Pfaff, et à juste titre, c'est un des pionniers de l'étude des équations de dérivée totale et des équations de dérivée partielle. Il a fait là il a appris là plus de marques encore avec Pfaff, et on lui a donné un doctorat en philosophie, comme ça disait à l'époque, in absentia, il n'a même pas eu besoin de se présenter. On lui a simplement signé le diplôme. Et la thèse en question, c'était sa première preuve, et la première preuve vraiment rigoureuse, pratiquement rigoureuse, du théorème fondamental de l'algèbre, que n'importe quelle équation algébrique à coefficient complexe de n'importe quel degré a toujours une racine complexe. Bon, alors, il est revenu donc à Brunswick avec son diplôme de docteur. C'était donc un postdoc. Et un postdoc, il faut qu'il ait une bourse. Eh bien, le duc a continué à lui payer une bourse. Donc, il est devenu postdoc. Il était employé au Collegium Carolinum, mais il enseignait pratiquement pas. Il pouvait faire exactement ce qu'il voulait en mathématiques. Malheureusement, le duc est mort. C'est là que Napoléon entre en scène. Il va apparaître quelquefois dans notre propos, ce Napoléon. Bonaparte, Napoléon entre en scène, et parce que le duc, qui était chef des armées de Prusse, est tué à une bataille, une armée, et par conséquent, non seulement il est tué, on dirait qu'il avait peut-être un descendant qui pouvait se montrer aussi généreux, que lui il avait un descendant, mais à l'occasion de toutes ces batailles, toute l'Allemagne est envahie et occupée par les Français, et par conséquent, le successeur ne lui succède pas vraiment. Alors, le duc en question, c'était un neveu de Frédéric II de Prusse. Comme je vous dis, c'était un homme qui semblait vraiment un très brave homme, très éduqué. C'était aussi un militaire remarquable. C'est probablement pour ça qu'il a été tué à une bataille, parce que les militaires moins remarquables ne sont pas en général au premier rang dans les batailles. Et donc il est mortellement blessé à Auerstadt, et Napoléon fera preuve de petitesse d'esprit
en lui refusant même le droit de mourir à Brunswick dans son domaine, qui est occupé par les Français à ce moment-là. Il a dû filer jusqu'à Altona pour mourir quelques jours après de ses blessures. Alors, il avait un fils qui devait lui succéder, Frédéric Guillaume, mais qui n'a jamais eu l'occasion, puisque quand son père était mort, le duché était occupé, et c'est devenu un résistant. Il a créé une espèce de groupe terroriste, si vous voulez, dirait-on aujourd'hui, puisque tout qui résiste à l'autorité est vite qualifié de terroriste, et la Légion Noire. Et ces liens avec la Belgique sont assez malheureux. Enfin, le premier, il était présent au bal de la duchesse de Richmond à Bruxelles, quelques jours avant la bataille de Waterloo. Les Anglais, les Alliés, ont organisé un grand bal, se disant, pour pas mal d'entre eux, ce sera peut-être le dernier. Et ce fut le cas pour Frédéric Guillaume, puisque il a été tué à la bataille des Quatre Bras, qui a précédé de quelques jours la bataille de Waterloo. Donc le malheureux, la famille de Brunswick, vous voyez, a beaucoup souffert des Français, et alors on ne s'étonnera peut-être pas que Gauss n'ait jamais manifesté vis-à-vis des Français un amour délirant. Alors voilà, Charles Guillaume, Ferdinand à pied, à cheval, la statue se trouve à Brunswick, et ne l'est pas en voiture parce que son palais, vous voyez, la circulation est interdite. De toute façon, il ne reste que de son palais qu'un reste bidimensionnel, c'est-à-dire la façade, parce qu'en réalité, maintenant, le palais, ce sont les Schloss Arkaden, donc c'est un grand magasin, c'est un centre commercial que vous pouvez voir à Brunswick. Quant au Duc Noir, vous voyez qu'il portait bien son nom, eh bien, vous pouvez aller voir un mémorial à sa mémoire aux Quatre Bras, à Genappe, qui a été d'ailleurs récemment rénové par les Allemands, à l'occasion, je ne sais quel anniversaire, de la bataille de Waterloo. Donc voilà le petit Gauss, là, qui perd ses protecteurs. Donc, il va falloir aussi qu'il trouve un autre boulot que son postdoc à Brunswick. C'est douloureux pour lui parce que une des caractéristiques de Gauss dans sa vie, c'est sa grande résistance au déplacement. Il a très peu voyagé. Déjà, nous allons voir qu'il va être nommé professeur à Göttingen. Göttingen et Brunswick, c'est quand même pas spécialement aujourd'hui, évidemment, la mer à voir comme distance, mais un tel déménagement sera déjà pour lui un grand bouleversement. Il détestait voyager, et on connaît dans sa vie, je crois, qu'un voyage à Berlin. Donc, malgré, on va voir pourquoi en 1802, on lui offre déjà une chaire dans un lieu aussi prestigieux que Saint-Pétersbourg, mais il refuse. Alors il épouse sa première épouse en 1805, Johanna Osthoff. Alors Gauss a aussi la réputation d'un homme froid, distant. C'est une réputation, je crois, qui mérite d'être en partie corrigée. Et on peut la corriger en particulier en lisant sa correspondance. La correspondance de Gauss, qui est extrêmement volumineuse, est aussi, dans beaucoup de cas, extrêmement chaleureuse. Peut-être qu'il avait une timidité ou une réserve qui l'empêchait en public de manifester ses sentiments, mais ces lettres sont vraiment des merveilles de l'amitié. Et ces lettres à sa future épouse, qu'on a conservées, sont des lettres d'amour parfaitement dignes de l'époque romantique, où il vivait. C'est vraiment les lettres d'un homme éperdu d'amour pour cette jeune femme qu'il va épouser, qui lui donnera 3 enfants et qui mourra malheureusement en donnant naissance au 3e. Donc, entre-temps, il a été nommé à Göttingen, non pas professeur de mathématiques, mais professeur d'astronomie. On va voir pourquoi aussi il est devenu professeur d'astronomie.
et il est resté directeur de l'observatoire jusqu'à sa mort. Alors son épouse décède et il a 3 enfants qui sont pas très vieux. Voilà. Et donc il fait comme beaucoup de personnes faisaient à l'époque, hein, les épouses décédaient souvent en couche. Il épouse une amie de sa première femme. Et là, on voit bien que ce n'est pas l'amour, le grand amour comme la première, c'est un mariage un peu de nécessité, et leurs relations ne sont pas extrêmement tendres. Alors, sa réputation, on va voir pourquoi, scientifique, ne cesse d'augmenter. Il refuse donc les meilleures chaires qu'on puisse lui offrir en Allemagne, et il reste à Göttingen, il restera toute sa vie. Et on se plaint souvent parfois de la lenteur des promotions dans nos universités, et à juste titre. Eh bien, vous voyez que c'est en 1828, c'est-à-dire quasi 20 ans après sa nomination à Göttingen, qu'il devient ordinaire. Et il avait pourtant des raisons d'avoir une promotion plus précoce. Alors, son épouse meurt quelques années plus tard, et encore plus tard, c'est sa mère. Les relations entre Gauss et sa mère ont toujours été extrêmement bonnes. Elle l'a toujours vu que son fils était un génie, contrairement au père, et elle a toujours fait le maximum pour aider son fils qui lui a bien rendu. Alors, en 1849, on célèbre, c'était courant en Allemagne, on célébrait les 50 ans du doctorat. Donc en 1849, la fête à Göttingen est véritablement une fête prestigieuse. Évidemment, Gauss est aux fêtes de sa gloire, et il est nommé citoyen d'honneur de quelques villes où il a été, c'est-à-dire Göttingen et Brunswick. Et des savants, bien entendu, de tous les pays viennent lui rendre visite. Mais sa santé commence à décliner et il meurt cardiaque en 1850. Donc voilà la vie de Gauss, et sa vie évidemment, principalement, oui. Si vous allez à Göttingen, vous pouvez toujours voir la maison où il a vécu. Vous trouverez sa tombe, vous direz, au cimetière. Eh bien non, ce n'est plus un cimetière, c'est devenu un parc dans la ville. Vous pouvez pique-niquer au pied de la tombe de Gauss, si vous voulez. Donc c'est le vieux cimetière qui est devenu simplement un parc municipal. Et évidemment, vous pouvez aussi voir l'observatoire. Gauss a connu 2 observatoires. Le premier, vous voyez qu'on ne devait pas y faire des observations très, très précises, ça ressemble plus à un moulin qu'à un observatoire. Mais alors, sous Gauss, sous sa direction, on en a construit un deuxième, que vous pouvez encore visiter pratiquement tel qu'il était. Il y a également une station magnétique, car il s'intéressait beaucoup au magnétisme terrestre. Alors, la devise de Gauss, c'était Pauca set matur. Donc, pas publier trop, mais il faut que ça soit lu. Bon, on aimerait tous avoir publié aussi peu que Gauss, et non seulement en quantité, mais surtout en qualité, puisque ces œuvres complètes, dans laquelle évidemment il y a beaucoup de manuscrits non publiés, publiés par volontiers, et il y a ces lettres aussi, celles qui sont scientifiques, et ça occupe 9 ou 10 volumes, de belle dimension. Alors, ces contributions principales, quand il est encore très jeune, 1792, il publie, il écrit dans son agenda, dans son journal, il écrit la conjecture des nombres premiers, c'est-à-dire c'est la répartition du nombre de nombres premiers inférieur ou égal à n. Donc si vous appelez ça le grand P de n, si vous voulez, eh bien il montre que ça se comporte pour n grand à peu près comme n
sur le logarithme de n. Donc ça croît, mais de moins en moins vite. Ce qui montre surtout, c'est que la densité des nombres premiers autour de n est de l'ordre de 1 sur le logarithme de n, donc la densité décroît. C'est ce que de la Vallée-Poussin et Hadamard prouveront seulement en 1896. Alors, ce qui le décide vraiment à étudier les maths, car la philologie l'intéressait beaucoup, il connaissait un nombre, et très bien, un nombre très élevé de langues anciennes et modernes, on va le voir, c'est d'arriver à construire à la règle, ou pas, à construire le polygone régulier à 17 côtés. Vous savez tous construire un triangle, hein, régulier, vous savez construire un carré, on veut dire inscrire un cercle, un carré, un pentagone. Si je vous le faisais faire, on aurait déjà peut-être ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Hein. Bon, l'hexagone, ça, je ne vous l'aurais même pas demandé. Mais alors, bon, comment est-ce qu'on appelle celui qui a 7 côtés? Bien ça, c'est une autre histoire. Hein. Donc, on pensait qu'on n'irait pas au-delà des multiples des polygones très simples. Mais alors, Gauss a prouvé que non seulement on pouvait construire des polygones à 17 côtés, mais aussi des polygones à un nombre beaucoup plus grand. Donc c'est quelque chose qui était assez révolutionnaire quand même. Comme on l'a vu, sa thèse de doctorat, c'est le théorème fondamental de l'algèbre. Il en donnera 3 autres preuves au cours de sa vie, dont la dernière à l'occasion du jubilé de son doctorat. Donc, 50 ans après son doctorat, il s'est offert une nouvelle preuve du résultat fondamental. Tout le monde n'en est pas capable. En 1801, alors, il publie son premier livre, les Disquisitiones Arithmeticam, recherche arithmétique. Alors, c'est un ouvrage extrêmement important parce que c'est le premier traité de théorie des nombres. Jusqu'à présent, depuis Diophante et d'autres, on faisait de la théorie des nombres, mais c'était des résultats plic-ploc, dirait-on, des résultats peu reliés les uns aux autres. Alors, on va voir, je vous en dirai quelques mots, que l'idée de base qui sous-tend ce livre-là et qui unifie de nombreux résultats épars de l'arithmétique ou de la théorie des nombres et permet de les généraliser, c'est la notion de congruence modulo un entier, une relation d'équivalence dont je vous dirai 2-3 mots. Alors, à peine a-t-il publié ce traité arithmétique, donc c'est un monument de mathématiques pure, absolument pas facile à lire parce que c'est la perfection justement de son style fait qu'il n'y a pas un mot de trop peu, mais il n'y a pas un mot de trop non plus. Gauss veillait beaucoup à cela, et donc il faut le lire avec un papier et un crayon, et revenir souvent sur ces lectures précises. Mais la même année, eh bien, un astronome italien, à Messine, il observe pendant 2-3 jours ce qui semble être un astre, une planète nouvelle, mais très très faible. Il fait 2-3 observations, et puis le temps se court, même à Messine, le temps se court, c'est plus observé, il arrive des fêtes de fin d'année, etc. Et donc, quand il veut essayer de retrouver l'astre dont il avait vu 3 jours de suite la trace dans le ciel, pas moyen de retrouver sa planète. C'est dommage, parce qu'on ne trouve pas comme ça de nouvelles planètes toutes les semaines. Et donc, avec un certain nombre d'observations, on avait des méthodes qui permettaient de reconstituer l'orbite de la planète. Donc, si on avait suffisamment d'observations à l'époque, il y avait des méthodes. Mais avec 3 observations, ce n'était pas possible. Et alors, Gauss, qui apprend cela, je ne sais pas dans le journal,
bien, il élabore une méthode nouvelle, essentiellement basée sur la méthode des nombres carrés d'ailleurs, et une méthode nouvelle qui lui permet de prédire l'endroit où, tel jour, vous avez des chances de voir la planète perdue. Et de fait, alors, les astronomes pointent leur télescope et observent la planète. Alors, ça lui assure une gloire beaucoup plus grande que les disquisitiones arithmétiques. Là, il faut bien dire, si vous voulez faire de la science, alors il faut choisir entre être profond ou être médiatique. Ça n'est pas toujours la même chose. Mais ça lui a fait attention. C'est une réalisation absolument remarquable, mais que tout le monde pratiquement peut comprendre. C'est vite, quoi. Tout le monde peut voir tous les astronomes. Donc, ça lui assure une gloire, et il applique la méthode d'ailleurs à d'autres planètes. Alors, cette planète, c'est ce qu'on appelle une petite planète. C'est une planète qui se trouve dans un essaim de planètes situées, je crois, entre Mars et Jupiter. Donc, probablement les résidus de planètes qui auraient explosé ou qui ne se seraient pas bien formées. On a encore beaucoup d'incertitudes sur la manière dont se forment les planètes. Bon, donc il calcule celle-là, et puis il en calcule d'autres, il en retrouve d'autres aussi, on en trouve d'autres grâce à ses calculs, et finalement, ça l'amène à mettre tout ça en livre aussi. Il publie en 1809 la théorie des mouvements des corps célestes, et dans laquelle on trouve justement bien expliqué la méthode des moindres carrés, pour laquelle il y aura une petite querelle de priorité avec le gendre, qui a aussi mis au point cette méthode. Gauss aura pendant sa vie quelques querelles de priorité, qui sont souvent du style suivant. Quelqu'un lui publie quelque chose, une méthode nouvelle, alors Gauss fait remarquer dans un article, vous savez, je l'avais déjà fait. Alors certains sont un peu irrités, parce qu'il l'avait fait, mais il ne l'avait pas publié. Mais quand on a retrouvé tous ces papiers, dès qu'il avait dit qu'il l'avait fait, on a bien vu qu'il l'avait fait. Autrement, il aurait mieux fait de le publier. Ça. Mais il ne s'intéressait pas, c'est pas lui qui prolongeait les querelles, ça ne l'intéressait pas du tout, puisque c'était fait, qu'il l'avait fait, c'était bon. Alors, un résultat important de son analyse, c'est l'étude de la convergence de la série géométrique, qui est des premiers endroits où vraiment la rigueur mathématique est introduite en analyse. Et puis alors, il développe sa méthode des erreurs d'observation en 1823, et il passe alors, sur demande du gouvernement, à des travaux de géodésie, triangulation, et les triangulations le conduisent, ça reste un mathématicien, à introduire, à étudier, à développer la représentation conforme, et puis à développer aussi la théorie des surfaces. Et son livre de 1828, c'est le premier véritable traité aussi de géométrie différentielle, donc de géométrie des surfaces. Avec ça, des considérations très profondes sur la géométrie non euclidienne, qui apparaît vers ces années-là, et qui ne veut pas non plus publier pour ne pas provoquer lire des béotiens, ce sont ces termes. Voilà donc, et à la fin de sa vie, en collaboration avec un collègue, Weber, à Göttingen, il va étudier le magnétisme, aussi bien le magnétisme terrestre que la théorie du magnétisme. Ils seront les premiers à fabriquer un télégraphe entre l'Institut de physique et l'Observatoire. Ça pouvait se téléphoner, télégraphier, et ça lui donne l'occasion, son dernier travail important porte sur la théorie du potentiel et des fondamentaux. Donc voilà, Gauss, vous voyez, c'est quelqu'un de fondamental pour l'évolution aussi bien des mathématiques que de la physique mathématique et de l'astronomie.
Donc c'est un homme qui a fait sa carrière comme astronome, essentiellement de mathématiques. Il la faisait, si vous voulez, soit comme conséquence de ses intérêts, ses intérêts astronomiques, de Gauss, ça venait de l'astronomie. Ou bien alors, et curieusement d'ailleurs, question qu'on peut poser aux historiens, quand on parle des successeurs de Gauss à Göttingen, on pourrait s'attendre à ce que ce soit des astronomes. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire comme ça, il faudrait déjà faire des recherches, quels sont les astronomes qui ont succédé à Gauss à Göttingen, mais on dit les successeurs de Gauss à Göttingen sont dans l'ordre le jeune Dirichlet, Riemann, Klein, Hilbert, qui ne sont aucun des astronomes, ce sont des mathématiciens. Donc, la tradition qu'il a laissée à Göttingen est beaucoup plus une tradition mathématique qu'astronomique. Bien. Alors, si vous prenez les dispositions, vous ne serez pas étonné qu'il le dédie à son sponsor, hein, au duc de Brunswick, et il le dédie d'une manière, je crois, très jolie, très gentille, bon, dans le style, bien entendu, de l'époque. Et il insiste sur le fait que par vos seules bontés, libre de soins étrangers et maître de consacrer mon temps à l'étude, j'ai pu entreprendre les recherches dont cet ouvrage renferme une partie et m'y livrer pendant plusieurs années, postdoc. Lorsque j'ai désiré de le mettre à jour, votre munificence a écarté tous les obstacles qui ont retardé la publication. Donc il a non seulement payé l'auteur, mais il a payé l'édition du livre, parce que ce n'est pas des livres qu'on fourguait facilement chez un imprimeur ou chez un libraire. Et il ajoute, personne n'ignore quelle est l'étendue de votre libéralité, également accordée aux sciences qui paraissent les plus abstraites et d'une application moins directe aux usages de la vie, parce que vous avez senti la liaison intime et nécessaire qui unit entre elles toutes les sciences. C'est une phrase qu'on pourrait conserver pour les décideurs politiques aujourd'hui. Donc le duc de Brunswick voyait bien que ça n'était pas complètement fou d'investir dans la recherche fondamentale, malgré que bon, l'intérêt. Et cela peut expliquer aussi pourquoi, à un moment donné, et très vite, Gauss est passé de sa théorie des nombres à Cérès. Je pense que Gauss a voulu rendre la monnaie de sa pièce un peu au duc. Il a dit, ben, je vais aussi vous montrer que je peux faire des choses utiles. Alors l'astronomie, c'est déjà plus utile que la théorie des nombres, hein, si on prend un classement par ordre d'utilité. Hein. Et je pense que ça a été un des soucis de Gauss pendant toute sa vie, même s'il ne le dit pas nécessairement explicitement, qui était, si vous voulez, à titre de reconnaissance, c'était d'utiliser son génie à des fins qui pouvaient servir, comme la géodésie, etc., qui pouvaient servir à l'État. Alors voilà, donc la version latine, et qui a été très vite traduite à Paris en 1807, avant d'être traduite en allemand. Alors, si on prend le sommaire, des disquisitiones, vous voyez des nombres congrus en général. Le mot peut-être vous paraître incongru, justement, si vous n'êtes pas familier avec la théorie des nombres, des congruences du premier degré, des résidus de puissance, des congruences du second degré, des formes et des équations du second degré, application des recherches précédentes. Si vous remplacez congru par égal, des congruences, alors qu'est-ce que ce sera du premier degré? Ben, ce sera les équations du premier degré. Les résidus de puissance, ce sera la résolution des équations contenant une puissance. Donc, xn égale quelque chose. Des congruences du second degré, ce sera comme les équations du second degré. Alors, ce que vous voyez comme cela, c'est d'une certaine manière une algébraisation, je ne sais pas ce qu'on doit dire, de la théorie des nombres. Il lui donne une forme qui ressemble beaucoup plus à ce que serait un traité d'algèbre. Donc l'introduction de la congruence, que je vais vous définir, a permis, si vous voulez,
d'imiter, d'introduire en théorie des nombres des techniques qui étaient familières et fécondes en algèbre. Et ça, c'est un des apports essentiels de Gauss. Tout ce qu'il a mis dans son livre n'est pas nouveau, mais sa façon de le voir, certainement, l'est. Alors, qu'est-ce que c'est une congruence? C'est pas quelque chose de très simple, une congruence. Vous donnez des entiers, on travaille qu'avec des entiers. Alors, on dit que l'entier A est congru à B modulo un entier M, comme on écrit A identique à B mod M, si tout simplement M divise A moins B. Donc, si la différence entre A et B est un multiple de M, un multiple entier. Donc, c'est une notion de l'école primaire, pratiquement, mais mise sous une autre notation. Alors, il est immédiat par la définition qu'un nombre est congru à lui-même modulo n'importe quel m, évidemment 0 c'est un multiple de tout ce que vous voulez, que si A est congru à B, modulo m, B est congru à A, donc c'est une relation symétrique, réflexive, et que si A est congru à B modulo m et B est congru à C modulo m, A est congru à C modulo m. La différence C moins 1 peut s'écrire comme une somme de la différence entre C moins B et B moins 1. Donc, on obtient ainsi ce qu'on appelle, quand il y a ces trois propriétés-là, une relation d'équivalence. C'est quelque chose qui me semble. L'égalité est une relation d'équivalence. On obtient une relation d'équivalence, et par conséquent, on peut grouper dans les entiers, étant donné M, eh bien, on peut les grouper en classes d'équivalence, modulo M. Donc, en mettant dans une classe donnée tous ceux qui sont congrus, modulo le même entier. Et ce qu'on montre facilement, c'est que sur ces classes, on peut définir les opérations de l'arithmétique, l'addition, la multiplication, etc. Et donc, on peut aussi résoudre des équations où l'égalité est remplacée par la congruence. Donc, c'est une certaine manière algébraisation de la théorie des nombres qui se montre très fréquente. Alors, vous avez vu aussi le mot résidu. Alors, qu'est-ce que c'est un résidu? Le résidu est utilisé de multiples manières en mathématiques. Eh bien, un résidu quadratique, et puis il y aura des résidus du troisième degré, du quatrième degré, ternaire, quaternaire. Donc, un résidu quadratique comme ça. Q est un résidu quadratique de P si, en réalité, Q est congru à un carré, il s'aggira de trouver modulo P. Donc, si Q est congru à un carré modulo P, on dit que Q est un résidu quadratique. Sinon, on résidu. Et alors, ce que Gauss prouve dans un des premiers chapitres de son théorème, c'est une loi, c'est ce qu'on appelle la loi de la réciprocité quadratique, qui est un des plus beaux théorèmes de la théorie des nombres, qui n'est toujours pas facile à démontrer. Il n'y a pas toujours de loi royale, il faut toujours travailler un peu pour le prouver. Et qui dit que si vous partez de deux nombres premiers différents impairs, les nombres premiers impairs, c'est presque tous les nombres premiers, par deux. Il n'y a que deux qui est un nombre premier pair. Donc c'est juste pour exclure deux. Donc, ça ne va pas pour deux. Et alors, si l'un des deux est congru à 1 modulo 4, alors P sera résidu quadratique de Q si et seulement si Q est résidu quadratique de P. Donc, vous pouvez, en étudiant ce problème, choisir lequel des deux est le plus facile. Tandis que si tous les deux sont congrus à 3 modulo 4, eh bien, P est résidu quadratique de Q si et seulement si Q n'est pas résidu quadratique de P. C'est un théorème. On peut même introduire une notation très intéressante due à Legendre qui résume ce théorème-là en une seule formule. Donc voilà un des théorèmes, si vous voulez, les plus importants, et aussi un des théorèmes qui vont motiver Gauss pour essayer de voir s'il y a une loi de réciprocité semblable. On n'y arrivera jamais complètement, mais il y aura des résultats partiels très intéressants pour quand vous remplacez quadratique par ternaire, quaternaire. Donc si vous remplacez x carré égale q dans l'équation par x cube égale q, x4 égale q, puissance encore plus grande. Et donc je cite ça parce que ça va être
un des sujets de discussion avec Sophie Germain, dont nous allons parler. Bien. Alors, qui est Monsieur Leblanc? Eh bien, Monsieur Leblanc est né à Paris en 1776, donc elle a un an de plus que Gauss. C'était la fille d'un riche marchand bourgeois bien installé, qui sera d'ailleurs pendant tout un certain temps, membre du tiers d'État dans l'Assemblée constituante, à la Révolution française. Et c'est à l'occasion d'ailleurs de cette Révolution française, il y a pas mal de tumultes dans Paris, bien entendu, et pour échapper au bruit, elle se réfugie dans la bibliothèque de son père, qui heureusement est une bonne bibliothèque, et c'est là que naît la passion pour les mathématiques. Comment? D'une manière, elle le raconte, du moins ses biographes le racontent, elle tombe sur l'histoire des mathématiques de Montupia, c'est un 2 volumes à l'époque, l'histoire des maths, assez intéressante d'ailleurs, et elle lit la vie d'Archimède, et elle lit en particulier la mort d'Archimède. Vous savez qu'Archimède était en train de faire des calculs, et on a les autorités romaines qui envahissaient Syracuse avaient dit il faut épargner ce bonhomme-là, il pourra vous servir, hein, parce qu'il avait faisait des armes assez efficaces aussi, Archimède. Ces miroirs qui incendiaient les vaisseaux, paraît-il. Bon, donc il faut l'épargner. Mais bon, le centurion, comme tous les centurions, ils ne sont pas tous très éduqués. Il y a ce type-là qui est en train de faire des calculs, il l'interrompt pour lui dire est-ce que vous êtes monsieur Archimède, peut-être pas. Pas de réponse, il insiste, pas de réponse, bah, il le tue, c'est un soldat. Bon, donc voilà. Alors, quand elle lit ça, la petite Sophie, une activité qui vous occupe avec une telle intensité que vous en perdez la vie, finalement, ça ne peut être que passionnant et intéressant. Donc, moi aussi, je vais étudier là. Et alors, son père a le cours de Bézout, qui est un cours de mathématiques pour les artilleurs ou pour les marins. Donc elle étudie par elle-même cela. Ses parents au début ne sont pas très enthousiastes. Hein. Ils aimeraient mieux qu'elle lise des romans à l'eau de rose, qui la préparera à son futur rôle d'épouse et de mère. Mais non, alors on lui coupe les chandelles parce qu'elle étudie trop le soir. On lui retire même les vêtements de sa chambre. Bon, elle se met dans une couverture. Donc elle résiste de toutes les manières, et c'est les parents qui cèdent finalement. On dit, si elle veut étudier les maths, qu'elle étudie le maths, autant ça que de se droguer. Bon, donc elle étudie donc les maths à son rythme, ainsi sans aide, sans problème. Et puis alors, lorsque l'école polytechnique est créée, inutile de dire qu'elle n'est pas ouverte aux femmes, qui n'est pas longtemps à l'être, eh bien, elle réussit à convaincre un étudiant qui suit les cours de Lagrange, en particulier un étudiant, M. Leblanc, dont on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas s'il a fini ou pas ses études, ou si, de toute façon, il est mort ou il est disparu assez jeune, l'a peut-être tué, pour prendre son identité, on ne le saura jamais. Bon, eh bien, il suit les cours, les notes, et il refile ses notes à Sophie. Et alors, en plus, c'était très, très moderne comme système pédagogique, l'école polytechnique. Les professeurs demandaient aux élèves qu'ils leur fournissent par écrit des remarques sur le cours, des questions, et alors on répondrait au cours suivant. Donc, elle envoie ses remarques sous le nom de Leblanc. Et Lagrange, le trouve très intéressant, et donc répond par écrit à ce monsieur Leblanc. Et puis finalement, il découvre, parce qu'il fait venir, il dit, il faut que je rencontre cet étudiant. Alors là, elle est bien obligée de se dévoiler, si j'ose dire, et ça ne l'émeut pas Lagrange. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose pour émouvoir Lagrange. C'était un homme d'une placidité et d'un calme qui
lui a valu d'ailleurs de sortir la tête haute et surtout sur les épaules de la Révolution française, par exemple, hein, et même de ne pas être envoyé dans son pays, qui était l'Italie, quand Robespierre avait décidé de mettre tous les étrangers dehors. Et il avait insisté, y compris de grands philosophes qui ont fait la gloire du pays, donc il ne voulait pas d'exception. Mais là, Lagrange s'est fait tellement petit que c'est Robespierre qui en a perdu la tête. Et alors, le dit Leblanc, ou notre Sophie, eh bien, à ce moment-là, se met à étudier, après le cours de Lagrange, elle se met à étudier un livre que Legendre publie en 1802, un essai sur la théorie des nombres. Elle s'initie à la théorie des nombres chez Legendre. Mais alors, est-ce Legendre qui attire son attention, car elle est aussi en contact avec lui, sur la parution alors des dispositions de Gauss, qui est bien entendu à l'ouvrage de Legendre ce que le livre de Copernic est à Ptolémée. Hein, c'est une véritable révolution. Donc, Sophie Germain est évidemment éblouie par ce livre, elle l'étudie à fond, et alors elle n'a pas froid aux yeux, cette demoiselle. Elle décide, ben, dans le fond, moi j'ai trouvé quelques petites généralisations possibles, ou j'ai des questions sur telle ou telle chose, je vais écrire à Gauss. Bon, alors on dit maintenant, les biographies regardent un petit peu, elle ose s'adresser au prince des mathématiciens. N'oublions pas qu'on est en 1804, et en 1804, Gauss est un postdoc. Il a déjà impressionné le monde mathématique. Quand un homme établi comme Legendre a vu les dispositions, il a tout de suite vu la qualité de ça. Mais ça n'est pas le Gauss que nous connaissons maintenant sur son trône et dans sa gloire. Non, c'est un postdoc. Mais enfin, c'est quelqu'un à l'étranger, etc. Elle n'a pas fait d'études, elle décide d'écrire à Gauss. Seulement, elle a quand même une petite réserve, c'est se dire, ben, si je signe Sophie Germain, peut-être que ça n'ira pas non. Je me rappelle que je me suis un jour appelé Leblanc, ben, je vais continuer à signer mes lettres à Gauss, Leblanc, Antoine Auguste Leblanc. Donc elle écrit, elle commence cette correspondance avec Gauss. Alors, on a un portrait de M. Leblanc, à 14 ans. On a un portrait un peu plus tardif, qui est M. Leblanc, sans être M. Leblanc, bien entendu. Et voilà comment elle commence sa première lettre à la fin de 1804. Vos dispositions, elles font depuis longtemps l'objet de mon admiration et de mes études. Le dernier chapitre contient un beau théorème contenu dans l'équation. Ne vous attardez pas trop. Je ne vous explique pas ce que veut dire cette équation. Il y a tout un contexte. Je crois que je peux la généraliser en remplaçant la puissance n dans x, en mettant x exposant n, exposant s n étant toujours premier et s carré. Je joins à ma lettre deux démonstrations de cette généralisation. Donc, c'est tout de suite, elle rentre dans le cœur du sujet en lui disant ce qu'elle pense être vrai et en lui proposant des preuves. Et alors, elle continue à la fin de la lettre un autre sujet qui n'est pas du tout considéré par Gauss. Et c'est lié au fameux théorème de Fermat. Le théorème de Fermat, qui est une conjecture de Fermat, devrait-on dire à l'époque, puisque tout ce qu'on connaissait, c'est une preuve pour n égale 3 et 4. Donc, c'est montrer que l'équation en nombre entier x exposant n plus y exposant n égale z exposant n n'a pas de solution, autre que 0, bien entendu, n'a pas de solution non triviale en nombre entier. Si vous êtes n égale 2, vous avez des tas de solutions. C'est un triangle pythagoricien. Mais dès que n est supérieur ou égal à 3, Fermat avait prétendu
que ce n'était plus possible. Il en a donné une preuve pour n égale 4, il en avait peut-être une pour n égale 3, Euler a trouvé une preuve pour n égale 3, mais on en était là. Donc ça veut dire, dans le sens, vous voyez que si n égale 2 à carré, vous pouvez le développer en une somme de 2 carrés. Un cube, vous ne pouvez pas le développer en une somme de 2 cubes. Et en quatrième puissance non plus. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit possible? Ben, peut-être qu'il faudrait, c'est une autre histoire, un cube, il faudrait peut-être sommer 3 cubes. Et en quatrième puissance, sommer 4. Si on veut le faire avec 2, c'est trop économe. Donc, c'est ce qu'il prétend. Et alors, elle dit qu'elle croit être parvenue à prouver cette impossibilité pour certaines valeurs de la puissance. En fait, elle se trompe. Sa démonstration est fausse. Donc là, elle n'a rien prouvé du tout encore. Alors, Gauss répond. Alors, une caractéristique, c'est que Germain, on va le voir, répond assez vite à Gauss, et Gauss répond assez lentement à Germain. Mais ce n'est pas parce qu'il en veut à Germain, mon monsieur Leblanc, c'est toujours ainsi avec Gauss. C'est toujours un certain temps à répondre. Il me faut demander 1000 fois pardon, il est écrit en français. D'avoir laissé 6 mois sans réponse l'obligeante lettre dont vous m'avez honoré. Certainement, je me serais empressé de vous témoigner tout de suite combien est cher, etc. Les recherches auxquelles j'ai dévoué la plus belle partie de ma jeunesse. 1805 n'est pas bien vieux, hein. Bon. Et qui me seront toujours plus chers qu'aucune autre science. Il l'a souvent répété. Mais il espérait, si vous voulez, obtenir des résultats en plus entre-temps, mais son activité, qui est déjà prise par l'astronomie, l'a empêché. L'espérance a été vaine. Je me félicite que l'arithmétique acquiert en vous un ami assez habile, surtout votre démonstration nouvelle pour les nombres premiers, dont 2 est résidu ou non résidu, m'a extrêmement plu. Elle est très fine, quoiqu'elle semble de pouvoir s'appliquer à d'autres nombres. Voilà aussi caractéristique du style de Gauss, il est extrêmement encourageant, extrêmement gentil, etc. Mais il met toujours le doigt alors aussi sur ce qui peut-être est moins bon ou moins prometteur. Il a un œil ici, redoutable. Du coup, évidemment, Sophie, que Gauss lui répond, elle est aux anges, et donc elle répond à Gauss, et je dois à votre indulgence la réponse flatteuse que vous avez voulu faire à ma lettre, vous donnez l'espoir de continuer. Bien que j'en sois peu digne, il faut bien faire preuve d'humilité. Et puisque vous avez accueilli avec bonté les notes que je vous ai communiquées, je prends la liberté de vous en soumettre de nouvelles. C'est un risque que l'on court toujours quand on commence une correspondance avec quelqu'un. Alors, si c'est quelqu'un comme Sophie Germain, ce ne sera pas trop grave, parce que ce sera une correspondance. Parfois, vous tombez sur un casse-pied, et si vous ne vous arrêtez pas à temps, vous lui répondrez pendant toute votre vie. C'est pas le cas. Alors, vous voyez, vous promettez de trouver dans une autre occasion que les formes ternaires, etc., donc les formes ternaires, sont équivalentes aux formes binaires. J'ai assez de résultats, et voilà, elle donne ses résultats. Bien. Alors, Gauss répond, et il répond en plus en lui faisant parvenir un cadeau. Parce qu'il a rencontré à Göttingen un certain monsieur Grégoire, un Français, qui est retourné à Paris. Il lui dit, si vous retournez à Paris, vous donnerez ça à madame, à monsieur Leblanc. Dont il n'a pas d'adresse d'ailleurs, car elle se fait envoyer le courrier de Gauss chez un ami qui est un philologue, un linguiste, quelqu'un de beaucoup mieux établi. Donc ce n'est pas son adresse. Gauss a son nom, non, il n'a pas son nom. Il a un nom, c'est Leblanc, mais il n'a pas son adresse. Et donc le monsieur Grégoire en question va être chargé de rapporter à Leblanc la thèse de doctorat de Gauss. C'est assez amusant, il semble que Gauss avait un très grand nombre de cette thèse. Vous savez, la thèse de doctorat n'a rien à voir avec leur discussion. Quand Quetelet a visité Gauss bien des années plus tard, Gauss lui a aussi reçu sa thèse de doctorat. J'ai l'impression qu'il en avait fait publier
un nombre très élevé et qui commençait à manquer de place. Enfin, c'est un beau cadeau d'avoir la thèse doctorale. Donc, parce qu'il prend le prétexte, vous souhaitez savoir tout ce que j'ai écrit en latin. Eh bien, ma thèse était en latin, donc vous pouvez avoir ma thèse. Alors, je suis à présent occupé à perfectionner quelques méthodes nouvelles par rapport au calcul des perturbations planétaires. Vous voyez, il est toujours occupé par la mécanique céleste. Alors, elle répond cette fois-ci avec un petit peu de retard et s'excuse parce qu'elle elle n'a pas pensé à aller voir suffisamment tôt à l'endroit où arrivent les lettres de Gauss, ce qui était arrivé. Donc, le paquet m'a été remis il y a 8 jours. Et alors elle dit, votre mémoire m'a fait d'autant plus plaisir que je le connaissais par une lecture rapide et qu'ayant toujours eu le désir de l'étudier, je l'avais inutilement fait demander à Leipzig où j'avais reçu pour réponse que l'édition était épuisée. En fait, l'édition était épuisée parce que Gauss l'avait tout pris chez nous. Celui qui l'a reçu comme ça, tous ses visiteurs. Alors, après avoir réduit suivant vous indiquez les formes ternaires dans le déterminant des zéroformes binaires, j'ai cherché si cette propriété s'étendait aux formes quaternaires. Donc, elle ne tient au courant de ses recherches. Bon, et alors maintenant, arrive un événement qui va obliger de nouveau Sophie Germain à se dévoiler, mais cette fois-ci à se dévoiler à Gauss. Alors c'est une histoire assez curieuse. Il se fait que Napoléon, vous allez qui reviendrait, Napoléon envahit le duché de Hanovre et se trouve en particulier Göttingen. Et évidemment c'est dans tous les journaux en France. Et Sophie se dit, Dieu, supposons un peu qu'il arrive à Gauss ce qui est arrivé à Archimède, avec ces Français-là, pas toujours très instruits, et qu'ils viennent me tuer, mon pauvre Gauss, parce que je suis sûr que s'il est en train de faire de la théorie des nombres, il ne lèvera pas non plus la tête si on lui pose une question. Donc, comme elle est dans la haute bourgeoisie française, elle connaît très bien le général, le chef d'état-major de l'artillerie, des troupes d'Allemagne, c'est le général Pernetti. Le général Pernetti qui aura une carrière militaire extrêmement brillante. Et ce général, elle le connaît, et donc elle lui écrit pour lui dire, attention, vous vous rendez compte, il y a à Göttingen un savant incroyable, et il faudrait tout de même veiller à ce qu'il ne souffre absolument pas de votre occupation. Du coup, Pernetti envoie un officier, Chantal, je crois, et là on a un officier qui se présente, M. Gauss, un professeur docteur, voilà, je viens de la part de mademoiselle Sophie Germain. Face. Moi, je ne connais pas de Sophie Germain. Il ajoute même la seule femme française que je connaisse, il ne dit pas comment, c'est la fille de l'astronome Lalande. Donc, cette dame nous a demandé qu'on veille à votre sécurité, etc. Et nous le ferons. Très bien, qu'il dit Gauss, mais je ne connais pas Sophie Germain. Du coup, le général écrit à Sophie en disant, curieux, là, vous nous envoyez chez ce monsieur Gauss qui dit de ne pas vous connaître. Quoi, hein, il se dit, ça risquerait de l'espionnage, tout ça. Alors, Germain Eureka se dit, oui, c'est vrai, il me connaît sous le nom de Leblanc, et au général, je n'ai pas fait part de cette chose. Donc voilà. Et elle, donc, elle est obligée d'écrire à Gauss pour donner sa véritable identité. Elle se dit, quitte tout doux maintenant, parce que comment est-ce qu'il va prendre ça, hein? Est-ce qu'il a beaucoup d'humour? Est-ce qu'il a beaucoup de... Donc, elle explique que c'était en bonne intention, elle voulait lui éviter des ennuis, et elle dit, j'espère que la singularité dont je fais aujourd'hui l'aveu, ne me privera pas de l'honneur que vous m'avez accordé sous un nom emprunté que vous ne dédaignerez
pas de consacrer quelques instants à me donner directement vos idées. Suspense maintenant, que va faire Gauss? Eh bien, Gauss répond votre lettre du 20 février, mais qui ne m'est parvenue que le 12 mars, c'est la guerre, a été pour moi la source d'autant de plaisir que de surprise. Combien l'acquisition d'une amitié aussi flatteuse et précieuse est-elle douce à mon cœur. L'intérêt vif que vous avez pris à mon sort pendant cette guerre funeste mérite la plus sincère reconnaissance. Donc, Gauss apprécie le geste quand même, qu'il soit occupé de sa sécurité. Il en fera part d'ailleurs dans ses lettres à ses amis, car il est dont Bolyai, un des inventeurs de la géométrie euclidienne en hongrois, qui lui répondra avec un peu de malice. J'espère que Mme Gauss agira bien au fait que M. Legrand est devenu Mademoiselle Germain. Alors, mais comment vous décrire mon admiration et mon étonnement en voyant se métamorphoser mon correspondant estimé M. Leblanc en cet illustre personnage qui donne un exemple aussi brillant de ce que j'aurais peine de croire. Le goût pour les sciences abstraites en général et surtout pour les mystères des nombres est fort rare. On ne s'en étonne pas. Les charmes enchanteurs de cette sublime science ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir. Et il continue. Mais lorsqu'une personne de ce sexe, qui par nos mœurs et par nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes à se faire familiariser avec ses recherches épideuses, c'est néanmoins franchir ses entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché, il faut sans doute qu'elle ait le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaires, le génie supérieur. Alors, peut-être certains d'entre vous étaient là quand j'ai parlé des Minotaires, quand j'ai parlé à Taïf, et on avait décelé quand même dans les éloges des Minotaires par ses collègues masculins, certaines formes de machisme qui n'étaient pas vraiment en leur honneur. Poser la question, est-elle une femme, un Minotaire ou ce genre de commentaires flatteurs. Voyez Gauss, nous sommes au tout début du XIXe siècle. Gauss est un conservateur politiquement, parce que de la manière, évidemment, il doit sa carrière à un prince, il doit sa carrière à un duc, à un monarque éclairé, et il n'a jamais oublié. Donc, il restait toute sa vie, politiquement, un conservateur. Il n'aimait pas les côtés révolutionnaires, etc. Même dans l'université, quand il y a eu une espèce de révolution à Göttingen, il n'était pas du côté des révolutionnaires, même si son beau-fils y était. Il n'a rien fait pour lui arranger ses affaires. Donc c'était un conservateur. Mais vous voyez, cette phrase-là, je trouve, est véritablement... Il a compris le problème des femmes. Il l'a compris et il admire réellement 2 fois plus Mademoiselle Germain qu'il n'admirait Monsieur Leblanc. Alors, il continue, rien ne pourrait me prouver d'une manière plus flatteuse et moins équivoque que les attraits de cette science qui embellit ma vie de tout temps de jouissance ne sont pas chimériques que la prédilection dont vous l'avez honorée. Si ça a intéressé une femme, ça a encore plus de valeur. Donc voilà. Et il continue, j'admire la facilité avec laquelle vous avez pénétré toutes les branches de l'arithmétique et la sagacité avec laquelle vous les avez su généraliser et classifier. Donc, ouf, dit Sophie, hein, ouf, là, au contraire, c'est encore mieux, encore mieux. Et alors, ça c'est Gauss, dans la même lettre à la fin, il dit, je vous prie d'envisager comme une preuve de tout ce que je viens de vous dire, si j'ose ajouter une remarque à un endroit de votre dernière lettre. Elle avait conjecturé, dans sa dernière lettre, que si n est un multiple de 4 plus 3 est premier, et qu'on peut écrire an plus bn comme une somme d'un carré et de n fois un autre carré, eh bien, on peut faire la même chose pour a plus b. Et il lui donne un contre-exemple. Donc, la conjecture, elle est vraie, il la prouve pour n égale 3, mais pour n égale 11, voilà un contre-exemple de Gauss.
Il ne dit pas comment il l'a trouvé, mais il lui donne le contre-exemple. Donc vous voyez, ça reste Gauss, il a toute la sympathie que l'on veut et toute l'admiration, oui, mais enfin, on ne peut pas quand même laisser passer des erreurs en théorie. Donc il lui donne ce contre-exemple. Depuis, on a continué à regarder. Beaucoup plus récemment, pour n égale 7, on a trouvé un plus petit contre-exemple. Donc ce n'était pas le plus petit que Gauss aurait pu trouver. Un maximum, on en a trouvé un plus petit. Si on ne met pas la restriction que Germain mettait, que n soit un multiple de 4 plus 3, alors on peut en trouver encore de beaucoup plus triviaux. Mais donc, voilà, c'est une petite remarque amusante là-dessus. Bon, alors là, ben, il fait part à Germain du fait qu'il a réussi à faire un théorème, une loi de réciprocité quadratique enfin, qui n'est plus quadratique, qui est cubique maintenant, ou bien bicarré c'est du 4e degré. Donc voilà, il lui donne un énoncé de théorème. Je crois qu'il ajoute d'ailleurs, je ne vais pas vous donner la démonstration pour ne pas vous priver du plaisir de la trouver vous-même. Et alors, continuez, mademoiselle, à me favoriser de votre amitié et de votre correspondance qui font mon orgueil, et soyez persuadés que je suis et serai toujours, avec la plus haute estime, votre plus sincère admirateur. Bon, je crois que Sophie devait être contente et rassurée. Elle a d'ailleurs bien gardé ses lettres de Gauss, sauf que, bon, on verra plus tard qu'elles auront été en partie volées par un ami. Bon, donc elle remercie, bien entendu, pour tout cela, et elle va essayer de rester digne de tout cet honneur. Et voilà, et elle remercie quand même qu'on lui ait signalé son erreur, et elle l'invite à continuer à le faire, puisqu'elle ne considère pas toujours cela comme une marque de sa bienveillance. Voilà. Et ceci est probablement la dernière lettre de Gauss, oui. Je réponds de nouveau plus tard, et en expliquant qu'il lui est arrivé une grosse catastrophe, il a dû partir à Göttingen, puisqu'il avait été nommé professeur là-bas, qu'il n'avait plus son postdoc, son brave duc était mort, et par conséquent, ça l'a perturbé évidemment, c'est sa vie, et c'est pour ça qu'il a mis du temps à répondre, mais voilà, il dit des choses très gentilles, et à partir de ce moment-là, Germain va continuer à écrire, mais il n'aura plus jamais de réponse à ses lettres. Gauss maintenant est installé à Göttingen, et ce n'est plus le postdoc. Le jeune postdoc, c'est devenu quelqu'un qui a beaucoup plus d'obligations. Et ça va conduire Sophie Germain à se tourner vers d'autres centres d'intérêt. On va peut-être faire une petite pause avant de passer à ces autres centres d'intérêt. Correspondance avec eux, c'est la grand regret. de la distance avec les Aussi, il ne faut pas y voir la moindre détérioration de relation. C'est aussi typique de Gauss. J'ai étudié également, par exemple, la correspondance entre Quetelet et Gauss, qui a commencé aussi comme ça, qui a été très entretenue. Alors, comme toujours, la correspondance entre M. A et Gauss, ou Mme A, B et Gauss, le rapport entre les lettres écrites par A et celles écrites par Gauss est toujours supérieur, nettement supérieur à 1. Il y a plus de lettres envoyées à Gauss que de trucs, et avec Quetelet c'était la même chose. Et puis ça s'est interrompu, comme ça brusquement, alors qu'ils collaboraient sur le magnétisme. Mais je pense que parfois Gauss change d'orientation aussi du point de vue recherche, et à ce moment-là, il met fin à tout ce qui avait trait. Donc ça s'est terminé, mais on verra d'ailleurs que Gauss n'avait pas oublié, même beaucoup plus tard, Sophie Germain. Et on verra c'est Sophie Germain qui, contre son gré, lui a fait faux bon. Alors, à l'époque pratiquement où cette correspondance se termine, un physicien allemand, M. Chladni, vient à Paris, à l'Académie, faire des expériences. Alors,
quoi consistent les expériences de M. Chatelier? Eh bien, il vient avec des plaques métalliques, plaques en vif, il les saupoudre d'une poudre impalpable, du talc, du sucre fin, la coke. Et puis alors, il prend un archet et il tient sa plaque d'une certaine manière, car ça a de l'importance, et il se met à jouer de l'archet sur le bord de la plaque. Je n'ai pas de commentaire sur le son qu'il produit, mais ce qu'il produit, c'est une image, si vous voulez, c'est que la poudre se concentre suivant des lignes. Et d'où viennent ces lignes? Eh bien, ce sont les lignes finalement où la plaque ne vibre pas, reste immobile, de même que les nœuds d'une corde de guitare, si vous voulez. Eh bien, ce sont l'équivalent des lignes. Et donc, il fait cette expérience, et on le voit là qu'il fait cette expérience en présence de Napoléon. Napoléon, qui était déjà empereur à l'époque, et qui ne fait pas de surprise que Napoléon soit à l'Académie des sciences, puisqu'il est académicien. Il est membre de l'Institut, de l'Académie des sciences de l'Institut de France. Et alors, Napoléon est extrêmement frappé par cela, et parfois, il dit, mais il faudrait trouver une explication mathématique de cela. C'est une suggestion de Napoléon. Et l'Académie devrait consacrer un prix à celui qui trouvera une explication mathématique de la forme de ces figures. Donc il pourra faire un modèle, si vous voulez, de l'élasticité des plaques de manière à pouvoir prédire la forme de ces figures-là ou expliquer, trouver des équations, si vous voulez, de ces jolis coups. Du coup, évidemment, les académiciens à vos ordres, mon empereur, hein, et donc on trouve de l'argent. Il y avait un prix qui avait été proposé pour un problème que personne n'avait jamais résolu. On le transfère pour poser cette question-là. Et Sophie est informée de ce continuer à rencontrer, bien entendu, les savants, en particulier elle était en contact avec le gendre, toujours, contact assez amical. Contrairement à ses contacts, par exemple, avec l'astronome Lalande, elle était en froid, mais en froid glacial, avec l'astronome Lalande, parce qu'elle lui avait dit qu'elle avait lu Newton, les Principia de Newton, à l'astronome Lalande. C'est pour les lire d'ailleurs qu'elle avait appris le latin par elle-même. Heureusement, ça lui a permis de lire Gauss avant que ça ne soit traduit en français. Et Lalande avait été un peu vexée qu'elle avait lu Newton avant d'avoir lu le traité d'astronomie de Lalande, qui pour Lalande semblait indispensable à la compréhension de Newton. Et même plus, Lalande avait écrit un traité d'astronomie pour les dames, qui venait encore avant le précédent, et elle n'avait pas daigné se pencher sur le traité d'astronomie pour les dames de Lalande. Donc la relation entre Lalande et Sophie Germain était très mauvaise, mais par exemple avec Lagrange, elles étaient très bonnes, avec le gendre, elles étaient bonnes aussi, et on va voir plus tard qu'elles sont devenues très bonnes avec Fourier. Bon, donc elle est informée de la question, et alors elle se dit, bah dans le fond, moi je vais essayer. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il fallait créer une théorie du mouvement des plaques élastiques. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on savait, vous connaissez à l'époque, les cordes vibrantes, ça, vous savez, ça c'est l'élasticité à une dimension, donc il fallait passer en élasticité de 1 à 2 dimensions, et c'est un saut qualitatif et quantitatif important qu'elle a essayé de franchir. Donc elle écrit un mémoire là-dessus, en 1811. On avait 2 ans après la formulation de la question pour pouvoir y répondre. Elle l'envoie à l'Académie, mais le jury constate que la manière dont en fait, elle utilise le calcul des variations, elle essaie de déduire l'équation aux dérivées partielles qui régit les vibrations de la plaque d'un principe variationnel, et pour passer du principe variationnel aux équations d'Euler-Lagrange
manches correspondantes qui lui fournissent les équations d'élasticité. À 2 dimensions, c'est déjà plus difficile qu'à une. Elle n'est pas très, très forte dans cette partie de l'analyse et elle se trompe. Alors, comme il y avait visiblement une erreur, l'équation qu'elle obtient n'est pas celle qu'elle aurait dû obtenir et donc les conséquences ne sont pas validées et le jury rejette le mémoire en lui disant pourquoi. Et Lagrange, qui est dans le jury d'ailleurs, et qui est un des créateurs du calcul des variations, lui, il part du Lagrangien de Sophie Germain et il en déduit assez facilement, lui, l'équation correcte. Donc l'équation correcte, grâce au mémoire de Germain, est déterminée par Lagrange. Je ne sais même pas si Lagrange le publie, mais il le communique à Germain. Bon. Puisque le mémoire est rejeté et qu'il était le seul, on prolonge le prix. Hein. Il ne faut pas fâcher Napoléon. Donc le prix est prolongé de 2 ans et Germain, qui a maintenant la bonne équation grâce à Lagrange, eh bien, elle soumet un deuxième mémoire. Mais un deuxième ennemi de Sophie Germain se lève, c'est Poisson. Alors Poisson, ce n'est pas qu'il était spécialement ennemi de Sophie Germain, mais Poisson était en général à peu près l'ennemi de tous les autres. Quoi. Il avait un caractère assez déplorable, il pillait quand même volontiers les travaux des autres sans les citer. C'était un arriviste, hein. C'était un homme de talent, hein, même de génie, mais du point de vue humain, le dit Poisson n'était pas quand même quelqu'un d'extrêmement recommandable, et il se fait beaucoup d'ennemis dans sa vie. En particulier, Poisson, qui est une créature de la place, si vous voulez, veut, lui, écrire les équations de la théorie de l'élasticité, non pas comme une théorie de corps continu, mais comme le résultat des interactions de particules, à la Newton, si vous voulez, donc, en choisissant convenablement les lois d'attraction des particules en question. Donc, il arrive à écrire l'équation, finalement, que Lagrange avait obtenue par cette approche atomistique, je dirais. Il arrive à la même équation, essentiellement, et il veut même présenter son mémoire au concours. On lui rappelle que comme il est académicien, il ne peut pas participer au concours. Il y a des limites. C'est pas public fin, l'académie. Donc, il n'est pas très content qu'on ne veuille pas primer son mémoire, donc il est fatalement hostile à Germain, et le jury décide de le rejeter, mais avec une mention honorable. Donc ça explique les dissensions, ça montre les dissensions qu'il y a. Bon, le prix est reprolongé de 2 ans, et en 1815, Sophie Germain, qui ne lâche pas le morceau, elle publie un 3e mémoire. Là. Poisson est toujours là, mais d'autres membres du jury font plus barrière à sa hargne, si vous voulez, et on le couronne. Donc elle obtient le prix, mais curieusement, le mémoire n'est quand même pas publié à l'Académie, alors que d'habitude, un mémoire privé est publié par l'Académie. Il n'est pas publié par l'Académie. Poisson, cette fois-ci, réclame sur la motivation physique pour obtenir l'équation. Et elle le publiera quelques années plus tard, à ses frais. Heureusement, son papa lui a laissé suffisamment d'argent pour qu'elle puisse faire des mathématiques à la maison et publier. Donc voilà l'histoire de cette équation. Et par exemple, quand il fait un rapport sur les progrès de la géométrie au XIXe siècle, Charles parle avec beaucoup d'éloges, si vous voulez, de Sophie. Il la compare même aux mathématiciennes, aux autres mathématiciennes de l'époque. Il n'a pas beaucoup de travail. Bien. Et alors, elle n'a pas perdu quand même son intérêt pour la théorie des nombres, d'autant qu'à peine
le concours pour les figures de Chladni terminé, enfin oui, attribué, l'Académie des sciences décide, avec une grande originalité, de mettre comme sujet du concours la démonstration de la conjecture de Fermat. Donc, à l'époque, rappelez-vous, on l'a pour n égale 3 et n égale 4, et il s'agit de le prouver pour n quelconque, ou bien de prouver que ce n'est pas vrai. Et à ce moment-là, on ne sait pas si Sophie a l'intention de participer vraiment au concours. En tout cas, on n'a pas de trace qu'elle ait envoyée de mémoire à cette occasion-là. De toute manière, elle n'est pas arrivée à répondre à la question, mais personne n'est arrivé à répondre à la question. Vous savez que ça a été seulement prouvé il n'y a pas si longtemps par White. Mais ça attire son attention et elle va en fait reprendre le problème et essayer, et c'est pour la première fois, non plus de se dire, puisque c'est fait pour 3 et 4, on va essayer avec 5, comme ça se faisait à l'époque, on allait petit à petit, pas par pas, mais essayer de trouver une classe, peut-être pas tous les entiers, de trouver l'impossibilité de trouver une solution en nombre entier à l'équation de Fermat pour une classe infinie d'exposants. Peut-être pas pour tous, mais on commencerait par déjà éliminer ceux-là, et puis on pourrait s'attaquer aux autres. Donc elle en discute avec le gendre, qui est évidemment bien au courant de tout cela aussi, et elle va proposer un plan d'attaque pour prouver ce théorème pour une infinité d'exposants. Alors, sa tentative, c'est d'introduire ce qu'elle appelle, pour un nombre premier, un auxiliaire de ce nombre premier. Alors, si vous avez un nombre premier, P, qu'est-ce que c'est un auxiliaire de P? Eh bien, c'est un autre nombre premier qui a de la forme un multiple pair de P plus 1. Mais, avec il faut d'abord qu'il soit premier, donc ça se vérifie relativement facilement. Pas si facilement que ça, si c'est de très grands nombres, vous le savez. Bon. Mais un nombre premier qui soit de cette forme-là, mais tel que pour toutes les valeurs entières entre 1 et 2np, si vous divisez Q exposant P par 2np plus 1, il n'y a pas deux restes, il y a des restes qui sont des nombres entiers, il n'y en a pas deux qui sont consécutifs. Drôle de chose. Les auxiliaires de P premier. Enfin, essayons de voir peut-être sur un exemple à quoi ça arrive. Si nous prenons P égale 5, par exemple. Bon, alors on essaye, il y a toutes les valeurs de n. Il y a les valeurs n égale 1, alors vous calculez tout ça, puis vous prenez toutes les puissances. Là en question, ça c'est les Q exposant P, et puis vous les calculez explicitement, ou vous gardez dans des tables, et puis vous faites les restes de la division par 11, et vous calculez, et vous trouvez qu'il y a 1, 10, 1, 1, 1, 10, 10. Donc il n'y a que 1 et 10 finalement comme reste. Donc ça c'est l'arithmétique élémentaire. Et donc ils ne sont pas consécutifs. Par conséquent, ça montre que 11 est un auxiliaire de 5. Vous essayez avec n égale 2 maintenant, dans le général. Là, vous trouvez que 2np plus 1, c'est 21. Comme 21 n'est pas premier, il n'a pas besoin de continuer. Et la même chose, si vous faites n égale 3 maintenant, vous trouvez 31 à examiner. Il est premier, oui, mais vous pouvez trouver qu'il y a les deux restes consécutifs pour ces divisions. Les deux restes consécutifs. Etc. Enfin, en continuant ça, et vous voyez combien c'est fastidieux, on en arrive quand même à voir que pour 5, les 4 premiers auxiliaires, c'est 11, 41, 71 et 100. Alors l'idée de Sophie, c'est dans le fond que de pouvoir prouver la conjecture de Fermat pour
les valeurs de ces auxiliaires de 5. Et si jamais il y en avait une infinité, elle aurait ça. Alors, ça foire, si vous voulez, de deux manières. Ça foire de deux manières en ce sens qu'on peut montrer que pour un nombre premier donné, il peut n'y avoir qu'un nombre fini d'auxiliaires. Donc, dans ce cas-là, ça ne vous donne pas une suite infinie. Et d'autre part, on ne prouve, si vous voulez, qu'une partie de la conjecture de Fermat. Et alors, c'est laquelle? Vous voyez, on peut séparer la conjecture de Fermat dans deux cas. Le premier cas, c'est prouver que l'équation de Fermat n'a pas de solution telle que le produit, si vous voulez, de x, y, z n'est pas divisible par P. Et puis le deuxième cas, essentiellement, correspond à la situation où le produit est divisible par P. Donc, c'est une moitié, si vous voulez, du théorème de Fermat et une autre moitié du théorème de Fermat. C'est exhaustif, je peux montrer le petit raisonnement de théorie d'M. C'est exhaustif. Si vous savez avoir les deux cas, vous avez Fermat. Mais en général, Germain n'arrive avec ses nombres auxiliaires qu'à prouver le premier cas. Donc il resterait à examiner le deuxième cas, et en plus l'expérience montre que vérifier le deuxième cas est bien plus difficile que vérifier le premier cas. Donc son plan, si vous voulez, son bon plan pour prouver le théorème de Fermat reste relativement foireux. Mais il y aura des retombées, il y a quelques retombées, si vous voulez, sur la théorie des nombres, et en particulier, il y a une retombée simple à exprimer, c'est pour ça que je l'ai retenue, plus simple que ce qui précède, donc oubliez-le si ça vous ennuie. Il y a ce théorème-là, si P est un nombre premier impair, tel que 2P plus 1 soit également premier, eh bien, le premier cas de la conjecture de Fermat est vrai. La moitié, entre guillemets, du théorème de Fermat est prouvé. Du coup, on a appelé, à juste titre, nombre premier de Sophie-Germain, un nombre premier tel que, si je le multiplie par 2 et que j'ajoute 1, il soit premier aussi. N'oubliez pas d'ajouter 1, parce que sinon... Bon, exemple. Ben voilà, mon premier de Germain, vous voyez, vous prenez... j'ai écrit les nombres premiers dans la partie gauche de chaque colonne, et puis j'ai calculé le 2P plus 1. Ben, vous voyez que pour 2, 3 et 5, 2P plus 1 est premier. Donc ce sont des nombres premiers de Germain. Pas pour 7, 11, ça va. 23, ça va. 29. Donc essentiellement, pour les 100 premiers nombres premiers, c'est ceux qui sont en rouge, qui sont les nombres premiers de Germain. Et ça donne des conjectures qui ne sont toujours pas prouvées. On ne sait pas s'il y a une infinité de nombres premiers de Germain. C'est pratiquement un problème du même ordre que la conjecture des nombres premiers jumeaux, des nombres premiers qui diffèrent de 2. Et on en connaît des paires qui remontent assez loin, mais on ne sait toujours pas si la suite des nombres premiers jumeaux est illimitée. Le nombre premier de Germain, c'est la même chose, et celui que, lorsque j'ai trouvé, mais ça peut évidemment ne plus être vrai d'une minute à l'autre, le plus grand nombre de Germain connu aujourd'hui possède 51 780 chiffres. C'est la raison pour laquelle je ne vous le montre pas explicitement. Bien. Alors, Sophie, malheureusement, ne va plus vivre très longtemps. Entre-temps, elle a commencé une correspondance avec Guillaume Libri. Alors, Guillaume Libri, c'est un drôle de type. C'est un mathématicien français, mais d'origine italienne, qui a fait une carrière incroyablement meilleure que sa production scientifique. En particulier, il s'est trouvé, par exemple, en
compétition avec Liouville pour un poste au Collège de France, et c'est lui qui l'a eu. Et il avait, si vous voulez, il était dans la manche de Guizot, Premier ministre de l'époque, donc probablement ça devait être un homme extrêmement habile, bien entendu politiquement aussi. Et c'était un passionné de vieux livres, de mathématiques et de sciences, et de documents originaux, de lettres, de et ça l'a en partie perdu parce que il a obtenu une place de bibliothécaire également, responsable des bibliothèques en France, et il en a profité de sa position privilégiée pour voler des vieux ouvrages, pour voler des documents. Alors ce n'était pas seulement pour les avoir pour lui, mais c'était pour les vendre. Donc il filait dans un autre pays et il les vendait, il en a vendu en Italie, etc. On ne savait pas qu'il avait été volé, évidemment, quelque part en France, et puis on s'en est rendu compte un jour. Il a dû se sauver en Angleterre pour échapper aux poursuites à la police. Il a eu l'intelligence de se sauver quand même avec une partie de ses documents, ce qui fait qu'il a pu continuer à les vendre en Angleterre, etc. Donc c'était vraiment un personnage assez peu recommandable. On lui doit une histoire des mathématiques en Italie. J'espère qu'il aura utilisé les documents dans les ventes. Et donc, c'est lui qui a la plus grande correspondance avec Sophie Germain sur la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'elle meure. Il est resté en contact avec elle. Et donc, il a écrit une notice nécrologique de Sophie Germain. Donc, il n'a pas fait que des mauvaises choses dans sa vie, mais c'est assez curieux de voir cette relation. Il était plus jeune qu'elle, de cette relation épistolaire, et ils se rencontraient aussi. Ils tenaient un peu salon à une certaine époque. Ils se rencontraient. Alors, une amitié plus importante et plus utile se créait aussi avec Fourier. Alors, Fourier avait eu aussi beaucoup de problèmes avec Poisson, des problèmes scientifiques et des problèmes de carrière. Il en avait eu aussi avec Napoléon, mais il ne s'était pas très bien conduit vis-à-vis de Napoléon, puisqu'il avait renié Napoléon quand Napoléon avait été à l'île d'Elbe, alors que Napoléon avait fait préfet de Grenoble. Bon. Donc Fourier, et Fourier devient finalement secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et un de ses premiers actes est de permettre, d'autoriser Sophie Germain à assister aux séances de l'Académie. Les séances étaient publiques, ce n'est pas que seuls les académiciens pouvaient y être, mais c'était que les hommes qui étaient admis aux séances de l'Académie, et les épouses des académiciens. Alors, comme Sophie n'avait pas eu la bonne idée d'épouser un académicien, n'a jamais épousé personne, eh bien, elle n'a même pas pu venir chercher son prix. Quand elle a eu son prix, elle n'a pas pu venir chercher son prix, puisqu'elle n'était pas autorisée à s'asseoir à l'Académie. Mais alors, Fourier, il y a une lettre qui l'autorise. Elle n'avait pas son fauteuil à l'Académie, mais elle avait son siège de séance. Alors, elle profite de l'époque pour publier quelques mémoires qui continuent le travail sur la théorie de l'élasticité. Malheureusement, en 1829, on lui diagnose un cancer du sein. Alors, elle a beaucoup souffert pendant 2 ans. Vraiment des périodes difficiles. On est bien compte qu'à l'époque, la médecine ne pouvait pas faire grand-chose pour cela. Et elle a essayé de oublier sa douleur en préoccupant, en écrivant des textes de philosophie des sciences. Elle était véritablement dans la lignée de Condorcet, de Comte, d'Auguste Comte. Et elle n'a pas publié non plus ces choses-là de son vivant, mais un de ses neveux, Armand Herbette, là, s'est
chargé. Alors bon, c'est pas mal, mais enfin, ce sont quand même des choses relativement qui datent un peu, bien que je lisais certaines parties et elle avait quand même des idées relativement modernes sur la question. Elle a essayé de mettre en comparaison l'intuition scientifique et l'intuition artistique. Donc, elle a aussi insisté, finalement, ce sont des choses qui sont relativement modernes maintenant, sur l'importance du cerveau humain dans ce qu'est la science. Donc elle avait des idées qu'on peut considérer quand même assez avant-gardistes, et donc ça n'est pas complètement inutile de la relire. Alors elle est décédée en juin 1831, et sur son acte de décès, elle est rentière. C'est ainsi qu'elle est entrée dans l'éternité, c'est comme rentière. Pas du tout comme mathématicienne, comme philosophe. Et quand je vous dis que Gauss ne l'avait pas complètement oublié, même s'il lui écrivait plus, eh bien, quand on a célébré le centenaire de l'université de Göttingen en 1837, Gauss a regretté, c'est dans les actes, il a regretté publiquement qu'elle soit décédée parce qu'il l'aurait proposée comme docteur honoris causa de son université. Car l'estime n'était certainement pas morte, mais évidemment, la pauvre Sophie n'était plus capable de recevoir cet honneur. Alors, on n'a pas tellement d'autres portraits. On a un masque mortuaire qui a certainement inspiré le médaillon de droite, bien entendu. Et si vous voulez lui rendre visite, c'est au Père-Lachaise. La tombe est toujours là. Et même le site du Père-Lachaise, le site web du Père-Lachaise, lui consacre une biographie, courte biographie. Alors, quand même, la France, ça lui a été reconnaissance assez tardive. On lui a donné son nom à pas mal de rues, dans quelques endroits. Il y a une rue Sophie-Germain à Paris, il y a une rue Sophie-Germain peut-être à Saclay, je crois, enfin, dans cet endroit-là, où on a trouvé l'école polytechnique. Après tout, elle a presque été polytechnicienne. Il y a une avenue Sophie-Germain, avec la mention « Prends le pseudonyme de Leblanc », thématicienne. Elle a des rues et des avenues à son nom, c'est très bien. On lui a érigé une statue. On a créé plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles qui portent son nom, assez vite d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si vous savez lire, l'école primaire supérieure Sophie Germain de la ville de Paris. Il n'y a pas si longtemps que ça, un timbre. La communauté, voilà. Et l'Académie des sciences, en 2003, a créé un prix de mathématiques Sophie Germain. Alors, la première lauréate, c'est Claire Voisin, certainement certains d'entre nous connaissent. Qui a fait des contributions extrêmement importantes en géométrie, en géométrique. Mais en regardant la liste, j'ai eu un choc. J'ai d'abord constaté avec satisfaction que le prix n'était pas réservé aux femmes. Je n'aime pas les quotas ou autre chose. Il aurait pu l'être quand même, pour un prix. Il y a Sophie Germain, ça aurait pu être réservé aux femmes. Mais j'ai constaté avec désespoir qu'une seule autre femme l'avait reçu depuis Claire Voisin, en 2018. Donc, sur une quinzaine, une 16 d'attributions, le machisme a encore fonctionné. On n'a pas réussi, je crois. On aurait pu chercher mieux.
on n'a pas réussi à avoir plus de lauréates féminines que 2. Ce qui nous montre encore plus, mais encore plus en valeur, je crois, le modernisme de Gauss, quand on se rappelle la manière dont il avait évalué, si vous voulez, la difficulté pour une femme pour percer et l'admiration qu'il avait dans ce cas-là. Donc je trouve que c'est un peu curieux de terminer cet exposé en parlant d'un prix Sophie Germain et qui visiblement a encore du mal à récompenser justement des mathématiciens. Voilà, donc n'en déduisez pas, bien entendu, maintenant que vous savez tout sur M. Leblanc, n'en déduisez pas si vous étiez venu m'écouter la fois passée que je ne m'intéresse qu'aux mathématiques et aux femmes. Mais certainement, je veux dire sans rougir que les 2 sujets m'intéressent parmi d'autres. Et je suppose que c'est votre cas aussi, et je vous remercie pour votre fidèle attention. Un grand merci de Jean Marouin pour nous avoir fait entrer un tout petit peu dans l'intimité d'un grand savant, d'une grande mathématicienne. Y a-t-il des questions ou des remarques dans la salle? Oui, je voulais simplement faire une petite remarque concernant le problème de Chladni. Oui. 2 fois, le prix a été refusé pour des raisons plus ou moins valables, disons. Et j'avais lu, mais peut-être c'est faux, que le prix correspondant à ce problème n'aurait jamais été attribué du fait que Napoléon avait disparu, il y avait eu la bataille de Waterloo, n'est-ce pas, et que Louis XVIII aurait décidé que le problème de Chladni, on pouvait le mettre et on passe à un autre problème. Ah oui. Bah, c'est peut-être vrai, parce qu'il a été attribué, finalement, oui. Mais étant donné qu'il a été attribué aussi, la tradition dans les académies, c'est que quand une question est posée et qu'elle a été, entre guillemets, résolue, disons qu'il y a eu une réponse, on ne le repose plus. Donc, il n'y avait pas de raison quand même académique de le reposer après qu'on l'ait attribué à cela. Mais Sophie Germain n'aurait jamais reçu les 6 000 francs, je crois, le prix. Oui. Ils ne les auraient jamais reçus. Non. Elle n'aurait pas reçu l'argent. Non, c'est ça. Ça, c'est possible. Alors, l'explication classique, c'est de dire qu'il y a eu Waterloo. Oui. C'est possible, mais... Non, je crois que je ne savais pas qu'elle n'avait pas reçu l'argent. Je n'ai jamais lu ça nulle part. Si vous avez une référence, ça m'intéresse. Ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas venue. Elle ne pouvait pas venir le chercher. Oui. Et il n'est pas exclu que si elle n'avait pas reçu l'argent, ça ne l'ait pas préoccupé beaucoup parce qu'elle n'avait pas de problème d'argent. C'était peut-être des francs carrés. Oui. Mais ce n'est certainement pas une raison pour laquelle, à mon avis, on aurait obtenu une question. Mais puisque le prix a été attribué, que la question est disparue, est tout à fait normal. Après, je crois que ça aurait été plus intéressant, l'argument que vous rappelez, si c'était arrivé après le 2e essai, par exemple. Parce que le 2e essai où il a été refusé, et alors qu'on aurait pu reposer la question, ça se serait plus compatible avec une pression royale. Pression royale, il y en a eu. Cauchy a été nommé à l'Académie, non pas en raison de sa valeur, mais pour remplacer Monge qui avait été mis dehors de l'Académie à cause de ses activités à la Restauration, à cause de ses activités révolutionnaires et de son attachement à Napoléon. Et Lazare Carnot aussi, dont
on ne met pas souvent des gens en dehors dans une académie, mais là, il a été mineur, et Cauchy a remplacé Monge, ce qui lui a valu, par décret royal, donc pas par élection, et ça lui a valu l'inimitié, bien entendu, de beaucoup de ses confrères à l'Académie des sciences, qui n'aimaient pas le procédé et qui auraient espéré que Cauchy refuse. Mais Cauchy était attaché aux Bourbons d'une manière aussi passionnelle que Monge était attaché à Napoléon. Donc Cauchy a suivi les Bourbons en exil, par contre, en 1830, quand on est passé à Louis-Philippe. Donc c'était aussi une question de fidélité, on peut discuter ensemble. Enfin, c'est intéressant ce que vous dites. Je ne l'ai jamais vu nulle part, mais c'est intéressant. Mais enfin, le prix a été attribué. Donc, peut-être pas, il n'y a peut-être plus de sous non plus. Oui. Oui, tu nous dis que Sophie Germain s'est intéressée à la fin de sa vie, plus à des aspects philosophiques, et notamment au rapport entre les mathématiques et l'art. Et tu as cité le nom de Jacques Hadamard aussi, beaucoup plus tard, qui a écrit un livre sur l'intuition en mathématiques. Oui, oui. Et la Fondation Jacques Hadamard donne des bourses Sophie Germain. Donc, voilà. Bien, ça se fait indirectement. Alors, la deuxième chose, je découvre les nombres premiers de Sophie Germain. Et en regardant ton tableau, je vois trois nombres que je connais bien, 29, 41 et 53. Et je suis toujours frappé que certains nombres ressurgissent dans des contextes complètement différents. Et tu sais que je m'intéresse à la théorie des gammes musicales. Et il y a des gammes qu'on appelle des gammes équilibrées, qui sont des gammes justement à 29 degrés, 41 degrés, 53 degrés. Donc je suis impatient de rentrer chez moi et de vérifier si toutes les gammes équilibrées sont des nombres premiers de Germain. Oui. Moi, je voulais juste demander, au fond, Sophie Germain n'a jamais eu d'activité officielle mathématique, non, ni elle de n'a cours, ni jamais de eu conférences. Non, elle vivait chez elle. Ah oui. Comme je l'ai dit, elle tenait un peu salon, comme on disait à l'époque. Elle était considérée comme une femme instruite, etc. Mais elle n'a jamais enseigné dans une école, elle n'a jamais été membre. Non, elle a passé toute sa vie. Elle a vécu des rentes entières, là. C'est vrai, elle a vécu des rentes que lui laissait la fortune de son père. Elle avait une sœur, je crois aussi. Mais donc elle ne s'est pas mariée. Et, non, elle n'a jamais eu la moindre fonction officielle. C'est uniquement par des correspondances et tout ça. C'est uniquement par des correspondances. D'ailleurs, sur ses travaux sur les nombres, j'aurais dû le dire aussi, j'en profite, elle n'a rien publié. Mais, si, il y a un article très tardif sur en fait la remarque qu'elle faisait dans la première lettre de Gauss. Elle l'a développée dans le journal de Krell, le journal Reine Angewandte Mathematik. Mais sinon, ces résultats sur les nombres premiers, par exemple, c'est une note en bas de page dans la deuxième édition du livre de théorie des nombres de Legendre, où il l'attribue à Germain. Il en a même un petit mot gentil, mais c'est une note en bas de page, c'est tout. Sur la théorie de l'élasticité, ça, elle a publié, principalement à ses frais, plusieurs mémoires. Où là aussi, elle essaie un peu de rendre la monnaie de sa pièce à Poisson, sans le citer, mais le contexte est suffisamment clair pour que tout le monde le reconnaisse. Et voilà. Non, elle a. De son vivant, finalement, il n'y a pas eu de complications. Mais il était connu, même déjà quand elle était jeune, de par ses premiers. Bon, elle s'était fait connaître de Lagrange, et donc Lagrange en a parlé, le genre. Donc les gens venaient lui rendre visite. Mais quand il était très jeune, enfin, jeune à l'époque de l'école polytechnique, la bienséance voulait qu'un mathématicien ne vienne pas lui rendre visite seul chez elle. Il fallait que la maman soit là. A-t-elle interagi avec Galois, de manière directe ou indirecte? Alors, quelque chose, je vais être sûr de ne pas dire. Il y a dans sa correspondance, je crois avec Libri,
il y a une mention quelque part de Gallois, mention assez positive, justement, ce qui n'était pas non plus la vie générale nécessairement, mais il y a une mention. Une fois comme ça, en passant, elle n'est certainement pas interagi ni par revancheur, ni par correspondance. En plus, correspondance n'était pas le genre de Gallois non plus, mais elle était au courant de l'affaire, de ce qui se passait. Oui. Mais il y a eu une mention, je crois, dans une lettre à Libri. Vous avez indiqué qu'une partie de la correspondance avait été utilisée par quelqu'un. Quelle est l'histoire matérielle de ces lettres a emmené une partie de sa correspondance, et donc c'était dans les papiers de Libri, et les papiers de Libri, comme il a dû se sauver en Angleterre, cette partie a été perdue peut-être, donc on n'est pas sûr de l'avoir toute. Une autre partie, alors, il l'avait gardée, mais il l'a, je crois, donnée à une bibliothèque à Florence, et c'est là qu'on l'a retrouvée plus tard à Florence. Donc, à cause de la vie agitée de Libri, on n'est pas sûr d'avoir toutes les lettres qu'il a reçues. Mais on en a quand même une bonne partie. Mais c'était vraiment un étrange personnage. Mais il s'est fait une fortune à revendre les livres qu'il avait volés. Du moment qu'ils ne sont pas perdus. Parce que, évidemment, il finissait par perdre les positions, les postes. Il n'est pas resté au Collège de France après qu'on ait découvert tout ça. Mais il n'est pas resté bibliothécaire en chef non. Enfin, dans notre académie en Belgique ici, nous avons eu un bibliothécaire qui volait les livres aussi. Oui, il y a pas mal d'années. La chose curieuse étant que lui n'était pas pour faire fortune. Quand on s'est rendu compte que c'était lui le voleur, la police est descendue, on a retrouvé tous les livres qu'il avait volés dans son garage. C'était même pas, je crois, pour les lire, c'était pour les avoir. Il avait peut-être l'intention d'en faire quelque chose plus tard, mais ça n'a pas eu d'influence négative, si ce n'est qu'il sentait un peu le cambouis. Il faut encore remercier une fois Jean-Marc.